Cher, toujours dans cette série de méthodisation de la législation islamique, le deuxième livre, التشريع الإسلامي في ظل التعاضد الثقافي. De quoi s'agit-il? D'abord, la traduction de ce livre peut être suggérée comme suit: la législation islamique ou le fiqh dans le cadre de la contradiction causale culturelle. Ce titre, bien sûr, ne paraît pas du tout transparent parce que chaque mot nécessite un développement. Mais étant donné que nous sommes dans un espace où il s'agit d'appliquer une méthode de travail qui a été explicitée dans d'autres travaux, on en parlera par la suite, le travail théorique qui présente la méthodologie appliquée à la législation. Donc on n'aura pas besoin de réexpliquer ça. On a vu par exemple ce que ça veut dire ta'adul, c'est-à-dire la contradiction entre deux processus causaux. On ne va pas le refaire maintenant. Peut-être c'est une critique qui a été adressée à cette série particulièrement. Certains ont voulu que cette série soit ouverte à toutes sortes de lecteurs parce qu'ils ont vu qu'elle contient une présentation critique complète de l'évolution de la législation islamique. Certains m'ont dit que ce sera un gâchis de garder ça pour un cercle trop restreint qui aurait fait déjà connaissance avec les instruments d'analyse que vous utilisez. Donc peut-être faudrait-il refaire une version vulgarisée. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu réfléchir, j'ai vu le bien fondé de cette objection, je n'ai pas pu réfléchir d'une façon pratique comment pourrais-je moi-même faire ça ou aider quelqu'un à le faire. Parce que est-ce que tout est vulgarisable? C'est une question d'ailleurs théorique. Est-ce qu'on a le droit de tout vulgariser ou pas? De toute façon, le livre est un livre qui n'est pas destiné à la grande lecture. C'est un livre de spécialité. Et ça fait partie des ce qu'on appelle des livres des parascolaires, voilà, ou para-académiques, c'est-à-dire qui servent à donc approfondir les connaissances qu'on prend dans un cursus universitaire. Son étude se fait parallèlement à la fin du tahsil et au début de la alimia. Donc, ce qui correspond dans le cursus où j'enseignais ces matières-là et pour lequel, en fait, j'ai fait le projet initial, correspond au 3e et 4e cycle. Alors, il s'agit de quoi, en fait, dans ce deuxième tome? Il s'agit de décrire le développement du fiqh, de la jurisprudence islamique, dans un cadre sociopolitique très spécial, qui est celui de la confrontation sans merci, d'une contradiction entre plusieurs processus causaux, et non pas deux seulement. Ces processus causaux ont réussi à diviser la communauté musulmane. Ce n'était plus une seule communauté. Donc c'est à partir de la révolution abbasside en 132-134, on a vu la naissance de plusieurs entités qui se sont divisées la communauté musulmane. Et chaque entité, pour s'affirmer, avait besoin d'une différenciation au niveau de sa base populaire. C'était là le grand défi. Alors, comment fait-on des frontières entre des musulmans qui appartiennent au califat abbasside et d'autres qui appartiennent au deuxième califat omeyyade en Andalousie, ou à d'autres qui appartiennent à l'état tahirien
au nord de l'Iran, ou à d'autres qui appartiendraient au nouvel État des Khawarij, des Ibadites, à Tahart, par exemple. Et il y avait au moins toujours 4 ou 5 États concurrents. Chacun constitue un processus causal à part entière. Ils se disputent la légitimité. Et bien sûr, ils se disputent la légitimité. Et pour cela, ils ont besoin de diviser la communauté. C'est ça l'essentiel. Parce que vous, le musulman, par exemple, du Maroc, avant l'arrivée d'Idriss ibn Abdallah et la constitution de l'État idrissien à la fin du IIe siècle, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, tout ça, c'est un même État. Alors, pour que l'État idrissien, lui, s'affirme et marque ses frontières, il s'agit de marquer le terrain. Donc, pour que vous vous réclamez des Idrissiens et non pas des autres, il faut quand même quelque chose qui vous sépare des autres. Qu'est-ce qui va séparer? Parfois, une même ethnie est divisée en deux. Une même langue, bien sûr, existe. Et a fortiori, la même religion. Donc, il n'a pas été possible de diviser ni la langue, ni les ethnies, parce que ça ne se fait pas avec une décision politique. Mais ce qui était possible, faisable par décision politique, c'est le côté religieux. Et c'est comme ça que chaque État a choisi de protéger un courant bien déterminé de jurisprudence, ne serait-ce que pour avoir un minimum de différence avec l'autre État voisin, pour marquer son terrain. Et de là, on a vu la naissance de cette contradiction causale se répercutant pour la première fois sur le champ de la jurisprudence et de la doctrine. Pendant le premier cycle d'évolution des sciences islamiques, vous savez qu'il s'est étendu au 1er siècle et un peu au début du 2e siècle, il n'y a pas eu besoin de ça. Il y avait des différences entre Fulan, Fulan et Fulan. On dit Madhab Fulan. Il s'agit de la doctrine de telle personne. À l'intérieur de Médine, même, ou de Basra, ou de Koufa, tout ça, on parle de différences entre tel et un tel. Ce sont des différences tout à fait légitimes et logiques, puisque chaque mujtahid, chaque personne capable de déduire lui-même ses dispositions légales et des dispositions légales, selon sa méthode, il a le droit à être différent des autres. Et donc personne n'a le monopole de la légitimité. Bien sûr, le centre de la légitimité restait la Médine. C'est là où tout le monde allait faire son voyage de scientifique, comme on dit. Et ça a resté jusqu'à la fin du IIe siècle, pas plus. Donc, ce phénomène-là de la contradiction causale qui a divisé la communauté, ce phénomène a aidé à la différenciation des différentes écoles juridiques. On a vu la naissance des écoles juridiques. Bien sûr, là, il ne s'agit seulement pas de différenciation sociopolitique. Là, dans ce livre bien déterminé, on a parlé de, surtout ça, ce qu'on a développé. On développe la notion de la différenciation méthodologique. Ce qui fait la différence entre une école et une autre, c'est la différenciation méthodologique en fait. D'ailleurs, pour que la vie d'une personne ou le système de déduction d'une personne se transforme en une école, il faut qu'il soit suffisamment stable pour qu'on puisse dire de lui une méthode à part entière. Donc, la différenciation se fait au niveau méthodologique. Et par la suite, indépendamment du pouvoir qui indépendamment, assurer la continuité. Normalement, on pourrait avoir plusieurs écoles juridiques dans un même pays. Mais ce qui fait que dans chaque pays, il y a un seul qui est dominant, c'est là où le choix politique intervient. Mais pour que ce soit déjà une école, il faut que la différenciation soit faite au niveau méthodologique.
Et c'est ça l'apport nouveau de la méthode que j'ai fait. Bon, j'ai pas voulu parler de ça, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on pourra découvrir ça, parce que je laisse ça pour les chercheurs qui pourront le découvrir. Nous avons pour chaque étape d'évolution de la science islamique une nouvelle science. Alors, si pour la nouvelle étape dans laquelle on va entrer, ou on a commencé à entrer depuis quelques temps, si il y aura besoin d'une nouvelle science, c'est justement de la méthodologie appliquée à la jurisprudence. J'ai fait la méthodologie appliquée à l'analyse économique et la méthodologie appliquée à la jurisprudence. C'est ce que j'ai pu faire. Voilà. Aux autres appartient à peut-être développer d'autres applications de la méthodologie, bien sûr. Alors, ces derniers temps, j'ai commencé à faire ça aussi sur le plan de tafsir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir, mais de toute façon, la voie maintenant est comment dirais-je, libre et claire. C'est la voie qui pourrait nous faire sortir de la décadence. Il n'y a pas d'autre issue. Bon, le 5e cycle, c'était le cycle des objectifs de la législation, mais maintenant, c'est le cycle de la méthodisation et de la méthodologie. C'est comme ça qu'on peut voir clair et qu'on peut passer d'un cycle à l'autre. Sinon, on ne peut pas saisir le concept du cycle là, du tout. On ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, maintenant, quand on parle au niveau de ce deuxième livre, on parle au niveau de quel cycle? C'est clair, c'est au niveau du deuxième cycle. Par quoi il est caractérisé? Il est caractérisé par les premières ébauches du système de production. C'est-à-dire, au début, on a eu les premières ébauches, oui, c'est vrai, mais ce n'était pas sous forme d'un système cohérent de déduction. La première fois où ça a été devenu un peu clair, avec la petite différenciation qui a été faite entre la Médine et l'Irak, déjà, à la fin du 1er siècle, et au début du 2e siècle, c'est au niveau du 2e cycle. Le 2e cycle, c'est là où on a commencé à avoir les deux grandes voies, c'est-à-dire choisir entre la voie rationaliste et à la voie textualiste, et la voie médiane qui est à la fois rationnelle et textuelle, c'est ce qu'on a appelé la voie textuelo-intellectienne. Donc c'est une appellation, mais voilà, je l'ai expliqué dans les cours de méthodologie, c'est pas maintenant qu'on pourra l'expliquer. Mais de toute façon, la différenciation méthodologique à ce niveau est apparue au 2e cycle. Et c'est le sujet du 2e volume. Voilà.